Merci tout d'abord de venir sur cette session pour vous expliquer un peu la stratégie de pérennisation d'Observability chez The Edge. Donc, moi, je suis Clément Boudreau, je suis Principal Engineer chez The Edge. J'ai eu un défi, on va dire, sur la partie Observability qui a commencé il y a 2 ans. Et je voudrais vous raconter un petit peu l'histoire du projet, où est-ce qu'on en est et quelles sont les prochaines étapes. Et surtout en termes de stratégie, qu'est-ce qui nous a permis de pouvoir aller vite. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à scanner le QR code qui vient juste de s'afficher. J'y répondrai en fin de session ou après la session, vous pourrez me rejoindre à côté d'un café ou à côté du stand des experts. Alors, qu'est-ce que c'est The Edge? Je suppose que la majorité d'entre vous connaissent même pas la société, hormis les The Edgers qui sont présents ici. En fait, on fait du SaaS pour les hôteliers et on interconnecte des canaux de distribution. Donc, quand vous passez par exemple une réservation sur un système, il y a très forte chance que vous passez par notre système. Et globalement, à l'intérieur, c'est ce qui s'appelle une CRS, un Central Reservation System. Et donc, en fait, il y a énormément, donc il y a plusieurs produits. Le produit cœur, on va dire, c'est la Central Reservation System. Il se trouve que The Edge, en fait, il y a une très grosse histoire on a un historique. Donc, il y a eu plusieurs systèmes d'information. Tout le monde n'est pas au même degré de maturité ou dans le même use case sur la partie Observability et Move to Cloud. Donc, je reviens sur le Move to Cloud parce que c'était un élément très important pour améliorer nos stratégies et réduire les coûts opérationnels. Et on a plusieurs produits qui sont, comme je le disais, donc il y a la CRS pour vraiment gérer tous vos stocks de chambres ainsi que vos réservations distribués dans le monde. Et ainsi que différents produits, par exemple comme les moteurs de réservation, les booking engines, etc., qui là aussi peuvent être disponibles dans le monde entier. Donc on a plus de 500 connectivités, c'est-à-dire qu'on travaille avec plus de 500 partenaires. Et en quelques chiffres, en fait, ça peut se représenter en des millions de transactions. Et en termes de volume de logs, typiquement, ça peut se représenter en terabytes de logs par jour. Donc je vous laisse un petit peu imaginer. Pour du SaaS dans l'hôtellerie, où finalement la marge elle est quand même assez relativement réduite par rapport à d'autres produits, le défi il est là en fait, c'est de trouver les meilleures solutions, les solutions les plus simples dans le domaine de l'hospitality pour répondre efficacement aux besoins de nos clients. Nos clients sont les hôteliers. Et donc en quelques mots, The Edge, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie l'hospitality. C'est vraiment un monde qui est très complexe, il y a beaucoup de systèmes interconnectés. Et malheureusement, en fait, on n'own pas tout le système. Il faut aller aussi analyser les dépendances externes et trouver très rapidement le problème. Est-ce que ça vient de notre système ou est-ce que ça vient d'un système extérieur? Et dans ce cas-là, il faut sortir le log. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'observability est très importante dans notre domaine. Donc, on a commencé, quand je suis arrivé sur le projet, on devait répondre à plusieurs contraintes qui étaient un problème de scalabilité. C'est-à-dire que les coûts pouvaient être potentiellement exponentiels. Alors la raison de cette cause-là, c'est d'une part, il y a une explication qui est simple, c'est le nombre d'hôtels, mais il y a aussi les combinaisons d'utilisation de produits, comme les Revenue Management Systems qui permettent d'aller optimiser les prix en fonction d'un événement. Il y a un concert qui se déclenche, le prix va être modifié automatiquement, etc. Et donc ça, en fait, multiplié par le nombre d'hôtels, on arrive très facilement à des facteurs multiplicatifs qui commencent à devenir importants. Et en fait, quand on a commencé à lever le capot sur ce système d'information-là, donc là aujourd'hui, je vais vous parler vraiment d'un retour d'expérience sur un système d'information de The Edge. Et quand on a levé le capot, on s'est aperçu que tout était basé sur du log. Et quand on exploitait en fait les données, souvent on partait pour du graph. Donc c'est des solutions qui ont été bâties vraiment de manière historique, étape par étape, mais il y a un moment donné, quand il a fallu vraiment répondre à la problématique de scalabilité, on a été confronté à des problématiques de coûts qu'il a fallu répondre. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a mis des logs, des métriques et des traces
et surtout avec OpenTelemetry, on va voir pourquoi OpenTelemetry, ça a été un bon élément dans l'approche et dans notre cas particulier de migration. Donc, on va revenir en fait sur les fondamentaux. Quels étaient pour nous vraiment les éléments importants pour que ça soit efficace pour le business et que ça soit opérationnel, que ça soit très opérationnel pour nous. Tout d'abord, c'était les coûts, parce que comme on l'a vu, on ne pouvait pas continuer sur les solutions existantes parce qu'on est sur de l'exponentiel. Donc, on ne va pas faire de l'exponentiel sur les coûts, ça ne ferait pas de sens si à un moment donné, on ne gagnerait plus d'argent. Il faut que ça soit scalable, c'est-à-dire que quand on a commencé à lever le capot de l'existant, il se trouvait que, par exemple, quand le système était en souffrance, on n'avait plus de log. Donc on ne pouvait pas bâtir décemment en fait, des métriques ou avoir un degré de confiance sur l'état du système quand notre propre système de monitoring est down. C'est juste pas possible. Il faut avoir des données reliable. Donc, comme je l'ai dit, si on a un problème sur le pipeline de transformation ou à n'importe quel endroit dans notre télémétrie, ça devient très important en fait, d'avoir des données qui sont relativement fiables. Parce que si on n'a plus de système de monitoring, on est juste aveugle et on ne connaît pas du tout l'état de santé de notre système. Donc, on ne peut pas décemment reposer tout notre système sur ce genre de système-là. Des SLR, parce qu'à la base, en fait, ces solutions-là étaient plus pour des use cases d'analytics type security SIEM, pour analyser, on va dire, des traces utilisateurs, etc., mais qui ont été utilisées sur un autre scope. Et malheureusement, le contexte n'a pas été changé. Donc, comme toutes des techniques, en général, la solution elle est bonne à la base. Il y a des dérives. On ne revient pas sur le contexte, on ne revient pas sur l'existant. Et malheureusement, on arrive à beaucoup de techniques qui est difficilement absorbable. Et il fallait des intégrations smooth, c'est-à-dire que dans l'existant, en fait, on est parti avant le move to cloud sur AWS, sur des architectures on-premise qui tournaient sur des machines avec des agents préconfigurés, etc. Et ce pattern, on va dire, était assez global et on pouvait, d'un point de vue observability, vulgariser et dire qu'il y avait un seul style d'architecture à monitorer. Et donc le use case était relativement simple. Là où sur un move to cloud, c'est beaucoup plus complexe. On peut avoir des short-life tasks, on peut avoir des lambdas, comme j'ai entendu parler tout à l'heure, ou de l'ECS, vraiment des styles d'architecture qui deviennent quasiment complexes à intégrer ou incompatibles avec un système existant. On a eu un problème aussi, c'est que le requirement aussi, c'est que c'est bien d'avoir tout, que les coûts soient corrects, que les data soient reliables, mais il faut que les dashboards aussi soient très efficaces et qu'on n'attende pas la minute ou 2 minutes pour avoir nos résultats. Donc, comme je le disais, l'observability, c'est bien, mais il y a des pièges de partout. Nous, notre cas, ça a été vraiment pour les coûts et que ça soit vraiment très responsive et que ça fonctionne relativement bien. Donc les problèmes qu'on a eus, donc comme je le disais, c'est qu'on avait une approche vraiment qui était log-centrique. Là, ce qui a fait surtout mal, en fait, c'était un manque de cadrage sur les trade-offs d'usage. Avec une solution d'observability, on ne va pas aller faire de l'analytics, typiquement. C'est d'autres solutions. Alors peut-être que ça peut marcher pour des petits use cases, mais à grande échelle, très rapidement, on s'aperçoit que c'est pas forcément le bon outil. Quand bien même Grafana permet de visualiser de la donnée, mais si vous avez un back-end qui n'est pas du tout dimensionné ou en capacité de pouvoir le faire, ça va devenir compliqué. Donc il fallait que les coûts en fait, soient quand même relativement réduits et ajustés par rapport au use case, et que là notamment ce qui avait fait mal dans le système existant, c'était les coûts en CPU. Parce que par exemple, pour charger votre graphe, vous avez besoin d'aller chercher des logs. Et pour aller chercher des logs, en fait, vous avez des coûts suivant la solution que vous utilisez. Donc c'était sur un SaaS. Et sur ce SaaS-là, en fait, quand on regardait sur la facture, on a voyé apparaître en fait, un haut coût sur le CPU. Et la mauvaise bonne idée qui a été mise en place, c'est une très bonne idée, c'est de mettre quelque part, on a besoin de calmer le jeu sur la facture, donc on met en place du rate limiting, c'est assez connu. Sauf que l'effet pervers, c'est que les dashboards étaient très très lents, voire inexploitables. Donc on arrivait un petit peu à ce problème-là. Donc des problèmes de scalabilité et de performance sur le système existant, avec une grosse consommation sur les ressources, plus que nécessaire, avec un haut niveau de maintenance. Et surtout des dashboards qui étaient très très lents, et voire inexploitables, qu'il a fallu reprendre. Et comme je le disais, en fait, il y avait énormément, les agents en fait, étaient très peu monitorés sur le pipeline de monitoring.
le pipeline de transformation, pardon. Et donc, si à un moment donné, on n'a pas standardisé, on va dire, les formats des logs pour pouvoir faire du parsing qui fonctionne bien et avoir des agents qui sont parfaitement monitorés, on peut se retrouver typiquement avec des données qui sont pas consistantes, pas du tout reliables, sur lesquelles on ne peut pas du tout construire de métriques, sur lesquelles on ne peut pas avoir confiance, quoi. Donc, voilà. Et surtout, comme je le disais, l'autre défi qu'on a eu, c'est que ça s'inscrivait dans un projet Move to Cloud. Et le premier projet qui a été choisi, vous savez, si on fait un Pareto, on fait le 80-20 et on a choisi le plus gros projet. Donc normalement, quand on choisit de faire une migration, on essaie de choisir le plus petit projet, on ouvre petit à petit les vannes. Nous, dans notre cas, pour pouvoir supporter le projet Move to Cloud, l'observability était très importante. On ne pouvait pas migrer la solution d'observability existante dans le Move to Cloud parce que les patterns d'architecture étaient complètement différents et pas supportables par l'architecture existante. Il a fallu donc qu'on s'inscrive en fait dans ce projet Move to Cloud sur, on va dire, 80% d'emblée de charge de données sur ce projet-là. Donc, comme je le disais, dans l'état de l'art, il y a les piliers dans l'observability. Donc, j'ai fait exprès de mettre en gros metrics parce que pour nous, c'est ce qui était vraiment très important. Dans le projet Move to Cloud que j'ai participé, j'ai eu l'occasion de travailler notamment aussi sur d'autres projets avant, sur du distributed tracing et aussi, par exemple, sur du profiling. Donc, on a fait pas mal d'expériences, on va dire, mais plus avec les produits AWS style X-Ray et CodeGuru, par exemple, pour la partie profiling. Sur la partie X-Ray, ça a donné des résultats. On était moins content, on va dire, sur la partie complétude des traces et intégration, par exemple, avec OpenTelemetry ou intégration dans d'autres dashboards en dehors du cloud AWS pour que ça soit plus exploitable, bénéficier de meilleures optimisations. Et on verra à la fin qu'on a des chantiers pour essayer de tenter de migrer vers du tempo. Donc, face à ces prérequis-là, à ces problèmes-là, quelles solutions et conséquences positives qu'on a pu retenir? On a utilisé bien évidemment les back-ends, parce que OpenTelemetry, il n'y a pas de back-end associé. Donc il faut un back-end, donc il faut choisir un back-end. Donc de là, en fait, on a regardé par rapport à notre usage, on a regardé un petit peu les solutions techniques qui ont émergé, ainsi que les compétiteurs en termes SaaS. Et c'est pour ça qu'on a retenu la partie Grafana Cloud pour des raisons de coût, on va dire. C'est quand on prenait le tableau des competitors et qu'on regardait uniquement les coûts. Nous, dans notre situation, Grafana Cloud, c'est ce qui paraissait et c'est ce qui est le plus avantageux pour nous, surtout par rapport à l'intégration et à l'usage de Loki. Là où d'autres solutions en fait, vont tout indexer, là vous avez vraiment le choix de se dire je ne vais indexer que des labels dont j'ai relativement besoin et ainsi du coup diminuer l'usage des logs et réduire le trade-off et l'usage des logs à son strict usage correct dans le cadre de l'observability ou d'un monitoring classique. Okay, donc fini les scénarios analytiques où on va aller s'amuser à calculer des choses qui sont en dehors du périmètre du monitoring ou de l'observability. Ce qui a été très important pour nous, c'est de se dire on a besoin d'avoir des graphes, des metrics, et il y a un élément qui est important, c'est qu'on a pu, via ces logs-là, faire un pipeline de transformation pour les transformer en métriques. Donc ça a été très, très bénéfique. Et ce qui a été aussi important, c'est l'intégration et l'usage des SDK OpenTelemetry. Alors, j'ai mis SDK, on verra, il y a une grosse subtilité. Tout à l'heure, il y a Cyril qui en parlait, il y a vraiment une différence entre le protocole et les instrumentations. Je vais vous expliquer un peu, nous, le trade-off qu'on a utilisé, parce qu'on n'a pas utilisé toute la suite d'outils OpenTelemetry. On s'est inscrit dans un cadre de reprise d'un legacy, donc on a utilisé vraiment les parties qui nous semblaient essentielles. Donc le résultat, ça a été, on a divisé la facture par 8. Par rapport à l'existant et aux prévisions qu'on allait avoir, on a pu diviser les coûts par 8. Alors, les coûts, c'est important, mais on a augmenté l'expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'en divisant les coûts par 8, on a aussi intégré des métriques qu'on n'avions pas avant. Donc, en fait, le scope, il est beaucoup plus large que l'existant. On a été beaucoup plus loin. Et aussi, on avait des logs, typiquement, qui tournaient sur des VM qui n'étaient pas dans aucun SaaS. Si vous faites un move to cloud, les logs ne vont pas se retrouver dans un file system. Les développeurs ne vont pas pouvoir aller prendre le fichier comme ça. Ça va soit tomber sur du CloudWatch,
ou soit tomber dans du S3, donc il faut le quantifier, il faut l'estimer. Et quand on a fait l'étude et qu'on a regardé, on a vraiment eu 8 fois des économies, mais sur un scope beaucoup plus large qu'un move to cloud sur notre périmètre on-premise. Sur la partie scalabilité et performance, on a vraiment, comme je le disais, on s'est focusé sur le métier de l'observability, du monitoring, exit les use cases style analytics. Okay. On a répondu architecturalement à cette approche-là de manière différente parce que c'était vraiment un problème d'usage du produit. On a surtout utilisé les recording rules. Donc c'est un portage des Prometheus recording rules, mais sur la partie Grafana Cloud. Et ça a été vraiment un use case très intéressant pour nous parce que du coup, ça coûte zéro en termes ops, j'ai envie de dire, puisque l'un des critères importants dans notre situation, c'est qu'on avait la solution d'observability, il faut qu'elle soit relativement standalone, autonome, pour qu'elle se suffise à elle-même et que ça requiert le minimum de ressources possibles de maintenance opérationnelle. Et donc, en fait, ça nous a permis d'avoir des dashboards très rapides. Et surtout, ça nous a permis de construire des SLA et des SLO fiables, qu'on optimise, on va dire, le bon scénario, et que quand on regarde une métrique, qu'on soit sûr que ça soit vraiment la bonne. Et surtout, par rapport aux intégrations complexes, là où ça a été important, ça a été l'usage d'OpenTelemetry, parce que c'est du push. L'interface Prometheus, elle est intéressante. Si vous faites du pool sur Kubernetes, par exemple, ça va bien marcher. Si vous utilisez une Lambda ou de l'ECS, ça risque d'être... C'est possible, hein, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et vous ne pouvez pas, dans un cadre Move to Cloud, multiplier ces intégrations-là, ces efforts-là sur toutes les équipes. Il vaut mieux une solution, on va dire, quelque part unifiée qui permet simplement d'intégrer l'observability à moindre coût. Et donc voilà, il y a eu un autre avantage aussi en termes de coût, c'est qu'on voulait corréler les métriques puisqu'on faisait un move to cloud, on voulait récupérer la télémétrie des services managés par AWS et de faire des corrélations. Et du coup, on a utilisé les CloudWatch Data Sources vis-à-vis d'autres compétiteurs, là où il fallait passer toute la télémétrie de CloudWatch, de votre cloud provider, vers votre solution d'observability. Là, vous pouvez simplement souscrire une data source CloudWatch et vous allez pouvoir en bénéficier. Donc ça, vraiment, ça a été, j'ai envie de dire, un élément qui a été très, très important pour pouvoir faire de la corrélation de log. Donc là, si je reviens, on va dire, sur les composants importants qui ont été utilisés. Donc, OpenTelemetry, en fait, c'est des services gRPC. Okay, donc tout est spécifié avec des schémas et des protos. Donc c'est une spécification pour faire du RPC. D'accord. C'est une semantic convention avec des attributs et des ressources. Donc par exemple, si vous avez des logs avec un hostname, clairement dans la spécification, ils vont définir les clés pour pouvoir le faire. Ça peut être énormément de clés-valeurs et souvent, sur un système de log, c'est énormément rébarbatif de répéter cette opération-là, de le standardiser chez vous. Il vaut mieux adopter un standard. Donc c'est ce que nous, ça nous a fait gagner sur cette partie-là énormément de temps parce qu'on a pu décommissionner toute la partie transformation et passer sur le protocole OpenTelemetry. Et c'est le dernier, en fait, où c'est sur les instrumentations et les exporters. Nous, dans notre situation, on n'a utilisé que les exporters parce que il y avait un choix, on a un use case, c'est du Java Spring Boot sur ce pan de système d'information-là. Il y avait déjà des instrumentations Micrometer en place. Okay. Vous installez le projet Spring par défaut, vous allez avoir du Micrometer. Il y a 2 ans, il n'y avait pas encore les exporteurs OpenTelemetry. Ils existaient, mais ils n'étaient pas encore matures. On va dire qu'ils commençaient à être matures, mais pas à ce point-là. Et il y avait les instrumentations. Donc il y avait 2 choix. Soit on rajoutait une deuxième instrumentation avec potentiellement 2 instrumentations qui se bagarrent sur un runtime, avec une incertitude sur l'impact sur les performances sur l'application, ou soit on vient simplement ajouter ce qui s'appelle une registry pour pouvoir prendre la télémétrie existante et l'exporter via des services gRPC qui sont assurés par un exporteur OpenTelemetry. Et c'est la stratégie qu'on a choisie. C'est-à-dire on ne touche pas au code, on va juste rajouter une dépendance avec un exporteur in-memory adjunctless qui va exporter la télémétrie au format OpenTelemetry au TLP. Donc,
on a en plus, pour la partie AWS, on s'est intéressé du coup au dashboard. Donc on s'est dit, bah, tiens, c'est pas mal, on va utiliser les fonctionnalités Grafana et les Grafana Dashboard. Je vous encourage vraiment à aller voir, c'est très très intéressant. Vous allez pouvoir retrouver tout un tas de dashboards pour votre use case, j'en suis quasiment sûr. Et on a nous-mêmes contribué à des dashboards qui nous paraissaient essentiels. Donc il y a notamment, par exemple, le dashboard AWS API Gateway, donc avec une data source CloudWatch. J'ai fait les dashboards SQS et pour vraiment la partie applicative, là j'ai vraiment utilisé en back-end Loki, Mimir et Tempo avec une instrumentation, comme je le disais, OpenTelemetry Java pour des applications style Spring Boot dans laquelle on a besoin de zéro customisation. On a simplement besoin de rajouter une dépendance qui permet d'aller exporter la télémétrie. Alors pardon, je suis passé un peu rapidement, mais vous verrez, il y a un QR code qui s'affiche en haut à droite. Ici. Si vous voulez le scanner, vous allez arriver sur les dashboards sur lesquels on a contribué. Il y en a un pour lequel j'arrive presque à 1 million de downloads. Donc j'aimerais bien comprendre de savoir d'où ça vient, mais en tout cas, je vois que ça a l'air d'être pas mal utilisé. Et il y en a un autre là sur DynamoDB que je viens de faire qui commence aussi à pas mal intéresser de personnes. Donc Loki. Le point essentiel, c'est que ça nous a permis, comme je le disais, de faire des économies par rapport à son type de configuration. Il y a un trade-off qui est assez malin, c'est de se dire on ne va pas tout indexer, on va juste prendre les labels dont on a besoin. Il y a l'interface avec le logQL qui ressemble, qui est très très proche du PromQL. Donc quand on connaît déjà Prometheus, il n'y a quasiment pas grand-chose à apprendre quand on fait du logQL, donc ça c'est super important. C'est compatible avec plein d'agents, c'est-à-dire qu'on avait quand même des use cases sur lesquels on avait encore des agents, et du coup, il y a quand même une API Loki qui est très très bien intégrée dans les agents, donc ça nous a permis d'aller vite. Par exemple, sur l'intégration avec Fluentbit, au départ, on n'a pas utilisé de l'OTLP parce qu'il y a 2 ans, ce n'était pas aussi mature que ça et ce n'était pas aussi bien intégré. Donc on est passé par des agents qui utilisaient l'API Loki. Et là, maintenant, on va s'intéresser à vraiment avoir toute la télémétrie dans le même protocole OTLP sur tous les signaux. On va essayer d'aligner ça. Comme je le disais, voilà, les index qu'on peut configurer. Donc il y a Mimir. Mimir, ça nous a permis de faire des économies parce que c'est ce qui a permis d'introduire un pipeline de transformation entre nos logs, nos métriques, plus accueillir toute la télémétrie des Java. Ça supporte Prometheus. Donc ça, c'est très très bien en entrée. Ça supporte OTLP, donc ça c'est parfait dans notre use case. Donc, comme je le disais sur les recording rules, nous ce qui nous a permis vraiment de faire des économies, c'est toutes ces gestions des recording rules qui en plus est maintenue et exécutée dans Grafana Cloud. Donc on n'a pas besoin de customisation ou de faire quelque chose de particulier on-premise ou dans le cloud pour les exécuter. Il y a simplement besoin de les configurer et tout se passe dans Grafana Cloud sans surcoût. Donc c'est très très intéressant. Donc comme je le disais, c'est équivalent au Prometheus Recording Rule. Donc si vous connaissez déjà les Recording Rules Prometheus, c'est exactement pareil sur Grafana Cloud. Et du coup, voilà, ça nous permet de transformer tous nos logs sur la partie legacy, qui sont quand même très importants, en métriques pour afficher des dashboards ou créer des alertes. Et voilà, donc ça je l'ai dit, c'est... Donc, les data sources, pareil, cost savings, j'y reviens beaucoup. Hein. Mais c'est vraiment ce qui a permis de se dire, est-ce qu'à un moment donné, avant d'aller sur du Grafana Cloud, on a essayé différentes approches, différentes combinaisons, de s'intégrer avec l'outil concurrent existant, et on a regardé. Et malheureusement, en fait, rajouter des composants ou même standardiser des composants pour synchroniser de la data, de la télémétrie de notre SaaS Cloud sur notre système d'observability, c'est coûteux et en plus, il faut le faire. C'est une grosse maintenance. Donc, c'est des coûts opérationnels, mais aussi c'est des coûts sur la facture. Donc, ça, c'est important. Donc, comme je le disais, ça ne nécessite pas d'avoir une full data synchronisation en place. Il y a juste besoin de brancher et de faire des API calls sur CloudWatch et vous allez payer que cette partie d'API call.
Donc voilà, c'est ce que je disais. Vous payez que les API call en plus et c'est out of the box. Vous le prenez, vous configurez la data source, vous configurez les credentials qui vont bien et vous récupérez la télémétrie. Il y a l'Open Telemetry Gateway. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est comme si vous aviez un Open Telemetry Collector, mais embarqué dans Grafana Cloud en mode gateway. Ça, c'est vraiment très, très bien. Comme ça, vous n'avez pas à vous occuper. Donc ça supporte nativement OTLP. Si vous avez des use cases un peu particuliers, vous devez faire de la conversion, il le fait. Ça peut permettre de mettre tout en OTLP et derrière, si vous avez un Mimir ou un Loki, il va quand même faire la conversion. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je vous recommande d'utiliser l'Open Telemetry Gateway. Alors, j'ai plus de 3 minutes. Il y a un élément qui a été important, c'est qu'on ne pouvait pas arriver et dire on va tout faire sur Kubernetes parce que ça nous arrange. Et puis comme ça, on met un opérateur, on met un agent, et puis terminé. Nous, comme ça, en termes d'architecture, c'est super simple à faire parce qu'on met une config d'agent et ça va être réglé. Du coup, comme on ne pouvait pas faire ça, on a adopté une approche qui a été le Shared Responsibility Model, où il a fallu qu'on supporte, on va dire, les architectures à observer. Et donc, pourquoi c'est une Shared Responsibility? Pourquoi on ne l'a pas délégué sur les équipes? Parce qu'il faut se conformer à la partie sécurité. Si on a une plateforme Grafana, faut mettre en place le SSO. Faut quand même... si on fait de l'infrastructure Ascot, si on a un système de multi-tenancy, il faut la mettre en place. Il y a une certaine gouvernance à gérer. Et on ne peut pas se permettre, quand on commence à être structuré, à la rendre éclatée, parce qu'au niveau organisationnellement parlant, ça ne fait pas sens. Ça va être compliqué à maintenir, quoi. Et surtout, on voulait supporter un scénario dans lequel on n'allait pas faire une stack, une instance. On voulait plutôt avoir une observability 360 degrés sur l'ensemble du système d'information. Donc là, maintenant, ça doit être opéré par une seule équipe. Et comme je le disais, on doit supporter beaucoup de styles d'architecture qui vont des lambda, de l'ECS, un peu de Kubernetes, de l'EC2, etc. Donc on ne peut pas se permettre de se dire on va d'abord standardiser le SI et ensuite on fera l'observability après. Donc on a eu tous ces scénarios-là à supporter et c'est pour ça qu'on a choisi OTLP parce que le protocole permet de gérer en fait la majorité des use cases des architectures à observer. Et surtout, ce qu'on voulait mettre en place, c'est you build it, you run it, mais aussi avec un système de cashback, c'est-à-dire you pay for it. Quand une équipe a l'un des principaux points de faiblesse de l'ancienne architecture, stack d'observabilité, ça a été que les coûts n'ont pas bien été ventilés. Et donc, en fait, les équipes se sont quelque part pas rendues responsables ou pas rendues compte de leur usage. Et donc, en fait, c'est important qu'à la fin du mois, ils puissent voir leur facture cloud consolidée, quoi, sur AWS, sur Grafana. Et du coup, on a fait des dashboards aussi qui permettent d'exploiter les data source CloudWatch pour avoir le billing du cloud plus le billing Grafana pour leur stack. En parlant des stacks, je vais vous expliquer un peu très rapidement, parce qu'il ne me reste plus qu'une minute, mais tous les styles de configuration qu'on a eu. Donc pour des projets super simples, style lambda, nous on a un trigger chez nous, c'est le coût. C'est-à-dire que si les coûts ils vont être trop élevés sur la partie télémétrie ou le use case ne va pas bien marcher sur AWS, c'est Grafana Cloud. Okay. Donc sur des projets relativement simples où les coûts ne sont pas importants, parce qu'on peut avoir plein de tout petits projets qui pop comme ça, on va quand même avoir du Grafana Cloud parce que sur la partie front-end, ça devient intéressant puisqu'en fait, on peut s'apercevoir que sur AWS, on a le Grafana Front, mais vous aurez pas moi je l'ai essayé, vous n'avez pas la dernière version, vous avez un faible niveau de support et en termes d'intégration, pour tout ce qui est SSO, use case un peu particulier, c'est vraiment très complexe. Enfin, moi je trouve ça très complexe. Si vous avez un Grafana Cloud, au moins vous avez la partie front visualisation, tout ça, ça reste inchangé. Donc ça au moins on l'a standardisé. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule architecture qui n'a pas un Grafana Front sur Grafana Cloud, ça n'existe pas chez nous. Et par contre, en termes de back-end, on va utiliser le CloudWatch. Et en termes d'organisation, ils ont utilisé le Well Architecture Framework. Donc il y a une stack par environnement, par équipe. Et donc du coup, on va avoir minimum 3 data sources par équipe à agréger. Et on le fait avec de l'infrastructure Ascot via du Terraform pour aller souscrire les data sources. Ensuite, après, on a plusieurs déclinaisons. Donc, comme je le disais, on a introduit Mimir pour la partie métrique. Donc, on a bien évidemment du Loki du Mimir avec un Loki Mimir
une stack par équipe. On a le CloudWatch, comme je le disais, on a le AWS CloudWatch par équipe aussi, et on a toujours notre Grafana Front. Donc en fait, dans Grafana Cloud, vous pouvez faire des stacks par équipe et vous pourrez visualiser les coûts par stack. Et donc, quand vous voulez aller faire un dashboard pour aller mesurer les coûts d'une équipe, ça devient très facile. Si vous avez une convention, vous adoptez la même convention de nommage entre vos stacks AWS et la stack Grafana Cloud et vous êtes en mesure d'avoir le billing sur toute une équipe. Donc ça, c'est pour les étapes futures, où en fait, vous avez du Grafana, Loki, Mimir et Tempo. Et donc là, pour Tempo, c'est un peu particulier, c'est du distributed tracing, donc il faut que vous listiez toutes les applications qui participent, on va dire, au distributed tracing pour qu'elles aillent sur la même data source. Donc c'est pour ça que nous, on a choisi une stack globale pour avoir la visualisation et Tempo. Et par contre, ça reste inchangé, Loki, Mimir reste par équipe et toute la partie AWS identique. Donc ce qu'on a prévu après, je ne sais pas si j'ai le temps, je vais passer rapidement. Donc c'est Enhance Root Cause Analysis. Bon, si jamais je n'ai pas le temps, j'avais participé à la GrafanaCon, je peux scanner, vous pouvez scanner le QR code pour aller voir la vidéo, mais grosso modo, je vais un petit peu répéter ce qui s'est été présenté précédemment, mais vous pouvez tomber sur un log avec internal server error dans votre chaîne de dépendance, et il faut remonter comme ça la chaîne de dépendance pour vous apercevoir du vrai problème. C'est une vraie perte de temps, c'est vraiment très pénible. Et du coup, nous on est parti de la RAID méthode. On mesure Rate, Error and Durations, et quand vous allez sur le Error Path, en un clic, vous êtes capable, avec du Distributed Tracing, d'aller sur la root cause. Là, dans ce cas particulier-là, vous cliquez, vous allez sur Server Traces, vous allez avoir toute la liste des traces, et du coup, en fait, ici, vous pourrez vous apercevoir que la table Bad Table n'existe pas. Du coup, vous avez vos diagnostics en un clic. Et alors, du coup, pour résumer, donc, en termes de back-end observability, alors là, je l'ai mis OTLP, c'est récent, mais ça devient de moins en moins vrai. Moi, je pense que maintenant, c'est assez mature. Loki, ça permet de supporter des styles avec des agents, agent mode, où vous pouvez pusher directement la télémétrie depuis vos applications. Ça reste tout à fait envisageable. Et surtout, OTLP, c'est compatible avec quasiment n'importe quel style d'architecture à observer. Et ça, c'est vraiment un gain. Ça permet vraiment de simplifier l'observabilité. Mimir, pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse. Vous ne pouvez pas commencer une stack d'observabilité sans métrique, sans Mimir. Tous les composants intègrent au moins un Prometheus, et Mimir est compatible Prometheus et OpenTelemetry, donc ça, c'est vraiment impeccable. La RAID méthode, je l'ai dit aussi, mais c'est vraiment, pour moi, le premier point d'entrée, c'est les métriques. Et Tempo, en fait, faut commencer simple, il faut commencer par du head sampling, mais sur un petit périmètre, essayer de voir les bénéfices que vous pouvez en tirer. Et après, il y a plein de produits, j'ai vu Control Tail, ou Tail Control, désolé, mais je trouve ça très intéressant comme produit pour simplifier un peu la partie distributed tracing. Donc voilà, si vous voulez me contacter, comme je disais, je suis là toute la journée. Et si vous voulez me contacter après, c'est possible. N'hésitez pas, je suis prêt à faire des brown bag lunch, des meet-up, ce genre de choses-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté pour cette session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais à mon avis, j'ai dû dépasser.